Madakani, vous êtes le dernier à être introduit. Pourquoi pas commencer par vous? Le sommet de Paris, il a eu lieu et finalement, il y a eu quand même une trentaine de dirigeants africains et non africains qui se sont retrouvés autour d'Emmanuel Macron. Ils ont réfléchi sur comment aider l'Afrique. Et je reste bien sur le mot aider l'Afrique, bien sûr à s'en sortir face à tout ce qui a pu se passer sur le plan économique du fait de la Covid-19. Président Madakani, quel est votre point de vue sur ce sommet et qu'est-ce que vous en retenez? D'abord, premièrement, je dirais que ce sommet a démontré, une fois de plus, aux yeux de ceux qui refusent de voir les réalités, c'est quelles sont ces réalités qu'on refuse de voir. Premièrement, l'Afrique, d'après le jupitérien de l'Élysée, est désormais, et c'est clair, une variable philanthropique. Je ne sais pas ce que ça veut dire, hein. Une variable philanthropique. Vous savez que la philanthropie a justifié l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, et maintenant il culmine, n'est-ce pas, la philanthropie culmine, n'est-ce pas, par le projet de colonisation globale de l'humanité en général et de l'Afrique en particulier, basé sur la disparition de l'espèce humaine et basé sur la confiscation directe des matières premières africaines pour en faire des biens mondiaux. Donc vous voyez, il faut bien comprendre là derrière ce qu'il y a. C'est-à-dire que d'abord, l'idée de la philanthropie, puisque vous avez bien dit, pour aider le continent. Oui, c'est bien ça, c'est pour aider le continent africain. L'image forte dans le discours, c'est que M. Macron a osé dire qu'il faut vacciner 40% d'Africains d'ici la fin de l'année. C'est lui qui dit, hein, Macron, c'est Macron qui dit ça. Ce n'est pas un chef d'État africain qui l'a dit. 40%. Même ces relais locaux là qu'on a vus, et qui, de mon point de vue, ne méritent même pas l'honneur qu'on cite leur nom sur ce plateau, n'est-ce pas? C'est ce président-là. Hein? Donc, Macron le dit, il dit que non, il faut vacciner 40%. C'est lui qui définit l'objectif. Donc, vous voyez que la philanthropie a rimé avec d'abord l'effacement de l'humanité des Africains. Et que cette humanité devait être rétablie à condition qu'ils soient esclavagisés, d'abord. Et après qu'ils soient colonisés. Après qu'ils soient néo-colonisés. Tout ça participait de leur mise en humanité. Il faut bien comprendre ça. Et la philanthropie. Mais vous allez voir toujours que derrière ça, le philanthrope est toujours plus riche. C'est-à-dire pendant qu'il déclare que l'Africain n'est pas humain, et que ce n'est pas sa seule médiation de philanthrope qui peut devenir humain, il s'enrichit en pillant l'Afrique et l'Africain. Il faut que s'enrichir. C'était le cas pendant l'esclavage. C'était le cas pendant la colonisation. C'est le cas jusqu'à aujourd'hui. Donc, les philanthropes sont toujours plus riches que ceux qu'ils prétendent aider. Les philanthropes sont toujours immensément riches, pendant que ceux qui prétendent aider ne font que s'appauvrir et, pour ne pas dire, perdre totalement alors définitivement leur humanité. C'est ça le projet de Covid. Donc, le fait que là, aujourd'hui, M. Macron, de manière décomplexée, assume ça dans un sommet en plein 21e siècle, est un indicateur sérieux, d'abord de sa mentalité, mais deuxièmement, de la qualité des Africains qui croient un type comme ça, et qui rêvent de faire un sommet avec lui. Et des présidents qui continuent à croire que quelque chose de sérieux peut sortir de la bouche d'un extraterrestre. Parce que lui-même se définit comme tel. Donc c'est ça, l'idée de la philanthropie m'a marqué. Deuxièmement, quand on a dit ça, et c'est une terrible régression, hein, en termes même de langage, en termes d'attitude, c'est une régression extraordinaire, au regard, n'est-ce pas, de la dynamique panafricaniste qui a émergé sur le continent. Qui régresse là? Non, ça veut dire que M. Macron est incapable de parler avec les Africains. Je l'ai toujours dit. Très bien, je vous laisse cette précision. Voilà. Mais je reviendrai sur le côté même de sa prétention philanthropique, en rapport avec lui, puisque derrière ça, il se pose en porte-parole du continent. Okay. Il s'est posé, comme tous les présidents français avant lui, porte-parole du continent africain. Je reviendrai. Le deuxième, la grande idée de en plus là, qui a circulé dans ce sommet, c'est la pertinence incontournable de l'impérialisme comme étant la contradiction fondamentale sur le continent africain. Vous savez que il y a des gens qui tentent par diverses manières, en commençant par les petits démocrates africains, là, de vouloir renverser la hiérarchie des contradictions en faisant croire que le problème du continent, c'est la malgouvernance, c'est des présidents qui mangent trop, qui bouffent tout,
Voilà, et ça, en taisant, en voulant nier un fait qu'on ne peut pas nier, l'impérialisme Bachir, dans sa version globale. Alors là, ce sommet a démontré un point de plus comment l'Afrique est sous le fer de l'impérialisme global. Et qu'on ne peut faire aucune analyse sérieuse en Afrique en fermant les yeux sur, n'est-ce pas, le fait que l'impérialisme est le problème majeur de l'Afrique. C'est ça l'impérialisme, le problème majeur de l'Afrique. Voilà. Donc, enfin, il y a l'idée même de l'alternance en Afrique maintenant. Vous voyez, les gens que l'alternance porte au pouvoir, non? Enfin, vous voyez, non? J'ai dit que ils ne sont pas dit qu'on prononce leur nom. Ces présidents-là. Ça nous arrange qu'on les Oui, ces présidents-là, vous les connaissez. Voyons. Voilà l'alternance, mon cher Bachir. Donc, on se bat depuis pour la démocratie pour avoir des présidents comme ça. Et dès qu'ils sont fraîchement élus, c'est-à-dire, ils nous font honte. Ils ne sont porteurs d'aucun projet. Ils n'ont aucune dignité. C'est-à-dire, c'est pitoyable. Mais ils nous font adorer les vieux. Ils nous font adorer les anciens présidents qui ont de la dignité. Qui ont eu certains, c'est-à-dire, même de par leur âge, ces gens, et par leur parcours politique, ils ont eu de la dignité. Mais regardez ces présidents-là. Mais ça fait honte. Est-ce qu'un pays comme la RDC mérite ça? Le Sénégal mérite ça? La Côte d'Ivoire mérite ça, mon cher Bachir? Tous ces présidents qui défilent là, et qui portent le manteau de président élu démocratiquement par la faveur de l'alternance. Vous voyez à quoi ils sont? Leur projet, c'est la philanthropie. Ils acceptent que, n'est-ce pas, l'interlocuteur d'un continent, n'est-ce pas, c'est un philanthrope jupitérien, n'est-ce pas, qui n'arrive même pas à manger chez lui, mais va nous donner à manger à nous, mon cher Bachir. Pour revenir sur le rôle de porte-parole de M. Macron. Alors, vous voyez, ce monsieur force les traits, il veut blanchir son image, il veut bonifier son image, mais ça fait pitié, mon cher Bachir. Ça ressemble à les pizzeries. On en rirait si ce n'était pas sur des sujets sérieux, mon cher Bachir. Voilà celui qui veut être porte-parole de l'Afrique. Il assassine les présidents. Son pays vient d'assassiner le maréchal Déby. Alors, au début, je l'avais dit en mettant des gants. J'avais dit assassinat géopolitique et que c'était basé sur aucune enquête. Mais maintenant, j'affirme que c'est la France qui a tué le maréchal Déby. Alors, c'est vous qui l'affirmez. Ben, je n'ai pas dit que c'est vous, j'ai dit c'est moi. Donc, c'est un assassin. M. Macron, c'est un assassin. Et il est dans la tradition des présidents français assassins des chefs d'État en Afrique, mon cher Bachir. Mais c'est quand même grave, hein? C'est quand même grave. Il a la tête d'un pays qui met le feu sur le continent. Et ça, vous allez faire n'importe quelle police sur le plateau pour pas nier ça. Il est impossible de le cacher ça. C'est un pays qui met le feu sur le continent, qui met le feu partout. Alors, j'ai un gros problème avec le mot assassin. Si on peut, vous voulez faire la police, je l'ai dit. Oui, effectivement, je vais... Oui, vous voulez faire la police. Moi, je dis... J'ai un gros problème avec le mot assassin. C'est moi qui dis, c'est vous. C'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis que c'est un assassin. Vous me demandez, les preuves sont maintenant établies. Alors, en tout cas, il est à la tête d'un État et qui pose des actes. Il a un État qui pose des actes d'assassinat, de criminalité. Il a la tête d'un État qui détruit la Centrafrique depuis des années, mon cher Bachir. Bon, vous allez encore faire quelle police là maintenant, puisque on a arrêté son totem main dans le sac. En Afrique, on attrape ton totem, toi-même tu es mort. Ce voyou là, qu'on appelle Kinyolo, c'est qui? Qu'est-ce qu'il fait en Centrafrique depuis? Il avait quel projet? Pourquoi il allait habiter à proximité du président? L'arsenal avec lequel on l'a attrapé, ça servait à quoi, mon cher Bachir? Et la France n'a pas eu le choix que d'assumer publiquement que ce monsieur c'est un militaire français, n'est-ce pas, un Barbosa de haut niveau au service de la France. Mais voilà celui dont... Alors, Emmanuel Macron, le président français... a demandé qu'on le libère. Je reviens au sommet, je suis avec vous. Ce sont vos éléments d'analyse. Non. Il a demandé, la France, officiellement, a demandé qu'on libère ce monsieur, mon cher Bachir. L'affaire est en cours. Non, je vous dis donc que voilà celui donc qui veut se présenter comme porte-parole de l'Afrique. C'est-à-dire, un tueur, qui n'a de projet. C'était quoi le New Deal? Qui n'a que de projets. Je vais arriver. Vous ne pouvez pas comprendre ce sujet si vous enlevez, vous évacuez ça, M. Bachir. Celui qui se présente en porte-parole de l'Afrique, c'est qui? Ça commence par là. Mais c'est quand même grave que quelqu'un qui n'est pas élu pour aucun Africain se présente en porte-parole de l'Afrique. Au point de dire même qu'il va nous vacciner 40%, n'est-ce pas, de notre population avant la fin de l'année. Il est qui? Qui lui donne le mandat de parler à notre nom? Il sort d'où? C'est qui? Mais c'est quand même très grave. Tout ce qu'on dit là n'a aucun sens si on évacue ça, mon cher Bachir. Il faut le dire. Il n'en a ni la qualité. Si ceux que vous, je parle d'Africains, je ne sais pas vous singulièrement, si ceux que vous avez élus comme dirigeants sont d'accord avec lui, certainement il parle avec
le mandat des Africains. Non, il n'y a pas d'élection en Afrique. Ouais. Bon, cher Bachir, parce qu'il n'y a pas d'élection sous impérialisme. Il y a quand même des dirigeants qui y sont allés et qui semblaient d'accord avec ce qu'il était en train de dire. Non. Il y a des trajectoires d'accès au pouvoir en Afrique. Ce sont des situations d'accès au pouvoir. On les analyse. Mais sous impérialisme global, c'est-à-dire la violence absolue, il n'y a pas d'élection au sens noble du mot. C'est valable pour l'Afrique, c'est valable pour le monde entier. Puisque M. Macron, lui, n'a pas été élu démocratiquement en France. Maintenant, l'information commence à sortir. Ça commence à sortir qu'il n'a pas été. Il a truqué les élections en France. Comme son frère jumeau a truqué aux États-Unis. Donc c'est une tradition, c'est pas seulement le fait de l'Afrique. Deuxièmement, mon cher Bachir, pourquoi voulez-vous que les chefs d'État africains, n'est-ce pas, aient des comportements plus nobles quand la France a pour devoir, a pour mission, a pour politique élaborée de les tuer dès qu'ils ont des velléités d'émancipation? C'est un fait quand même très grave dans le monde. De voir qu'il y a en face un pays qui passe son temps à tuer les présidents d'un autre continent, à la suite d'une vieille tradition maintenant qui est millénaire, d'assassiner les héros africains. Mais si on fait une analyse qui évacue ça, il y a un problème. Rien ne peut justifier ça. Rien. Je dis, rien ne peut justifier le fait que, même pas la présence de ces présidents, entre guillemets, là, même pas leur présence ne peut justifier ce que Macron est en train de faire. Il n'a pas le droit de parler de l'Afrique. Il n'a pas le droit. C'est pas son pays, c'est pas son continent. Le président français est le seul au monde. Quand il fait 10 discours, oui, c'est sur l'Afrique, il y a un problème. Alors, soit il est le président de l'Afrique et la France réunis une fois et on entérine ça, mais soit il y a un problème sérieux. En diplomatie, il y a un problème. Mais il y a à tout point de vue, il y a un problème, mon cher Bachir. Moi, je ne peux pas me taire par rapport à ça. Donc, celui qui se présente à propos de l'Afrique, il faut dire qu'il est. Non seulement, il est un scandale en termes de morale. Ses valeurs sont anti-africaines. C'est un promoteur de LGBTQ. Hein? C'est l'indécence, c'est-à-dire la négation des valeurs absolues. Donc il ne peut pas nous parler. Et comment quelqu'un qui croit que les LGBT c'est la vérité du monde peut parler d'un continent qui est majoritairement opposé à ces saletés et ces bêtises? Il y a un problème, mon cher Bachir. Ni sur le plan culturel, ni sur le plan de valeurs, ce monsieur ne peut pas parler en notre nom. Je laisse de côté son arrogance, qui frise l'enfantillage. Et ça le ressemble, ça. On laisse ça de côté. Mais à tout point de vue, ce monsieur ne peut pas parler à l'autre nom. À partir de ce moment, ces pitiéries sur le financement de l'Afrique doivent nous faire rire, à défaut de pleurer. Ce sont des pitiéries. Il va faire quoi? Quel financement, Bachir? Nous dire c'est quoi? Nous dire c'est une insulte. C'est quoi le nous dire? C'est quoi? Venir vendre de l'argent sale? C'est ça. Nous vendre de l'argent sale, venir nous faire croire que notre avenir maintenant c'est le montage c'est l'ingénierie financière, c'est-à-dire des montages financiers pour capter l'argent. Quel argent? Depuis quand ça a développé? Quel pays ça a développé au monde? Quel pays? Le développement passe par là. 1. La souveraineté. 2. Des dynamiques endogènes. De maîtrise, n'est-ce pas? Des leviers de l'économie. Je dis bien, dynamique, moi je ne prends pas à mon compte les narratifs des gens comme ça. Non. Moi j'utilise mon mot et ma grammaire. Voilà. Parce que leur grammaire est une grammaire criminelle. Même si elle peut sonner très bien dans les oreilles, c'est une grammaire criminelle. Moi, je ne prends pas ça à mon compte. Quand on nous dit qu'on va recycler nos dettes, d'abord, qu'est-ce qu'ils proposent? Allègement de dettes. C'est nouveau, ça? Droit de tirage spécial du FMI Bachir, c'est nouveau? C'est nouveau, ça? Bon, maintenant, quand il a fini ça, lui, maintenant, il dit que voici sa part d'instruments novateurs d'accès au financement en devise. Mais, et vous avez dit à quoi ça va servir. Hein? Mon cher Bachir, Macron l'a dit, j'ai le document ici. Il dit que tous ces financements-là, en ayant le sort, vise à privatiser le secteur public. Venant de sa bouche, ça veut dire qu'on passe à la nouvelle génération de la privatisation. Arracher vos biens publics, en faire des biens mondiaux, c'est-à-dire donner ça à ses patrons, les Rothschild. Le vrai patron de ce sommet, c'est Rothschild, s'appelle Rothschild. C'est connu, c'est lui qui l'a convoqué, mon cher Bachir. Deuxièmement, il vous dit que le New Deal, j'ai le document ici, doit servir de relais à la croissance mondiale. Vous savez ce que ça veut dire, relais d'une croissance mondiale? Ça veut dire que vous n'êtes qu'une variable. Dans la chaîne, vous êtes qu'une variable. Vous êtes un segment dans la chaîne pour que la croissance mondiale reparte. Mais c'est quoi la croissance mondiale? Ça veut dire quoi? Ça fait au moins 50 ans que la croissance ne veut pas dire, n'a aucun rapport avec le développement. Depuis au moins 50 ans, l'économie est établie que la croissance n'apporte rien aux populations en termes d'augmentation du niveau de vie, en termes de qualité de vie. C'est connu, mon cher Bachir. Donc vous voyez que tout ça, rien de nouveau là-bas. Rien. Absolument rien de nouveau. Dit qu'on va réunir le club de Paris et les créanciers privés et publics pour un moratoire. C'est nouveau ça?
Qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi là? Il y a quoi là l'innovant? Il fallait donc faire un sommet, machin. Non, il fallait faire tant de bruit, machin, pour voilà, aboutir. je vais revenir. Fallait-il faire tant de bruit pour aboutir à un non-lieu, puisqu'il n'y a aucune conclusion. Aucune conclusion. Le sommet n'a débouché sur aucune résolution sérieuse. Donc, je termine, je suis donc maintenant. Donc, en fait, M. Macron voulait polir son image, voulait faire une opération de haut niveau, de high-com, n'est-ce pas, par rapport à ces échéances internes en France. Bon, ça, il a le droit, on s'en fout, mais nous, on sera là pour rappeler que ce monsieur n'est pas digne de parler de l'Afrique, c'est un criminel, et il faut le traiter comme tel. Voilà. Président Bandakani, on va relancer avec vous. Bon, alors je commence par où? Finalement, ce sommet, beaucoup d'Africains pensent que ça a été plutôt un grand échec pour la France. Est-ce que vous pensez véritablement ça? Est-ce que vous partagez, je vais dire, ce point de vue? Un échec? Mais il est évident que c'est un échec, puisque le projet qui est porté par ce sommet, n'est-ce pas, est un projet qui va à contre-courant de l'histoire, de la marche de l'histoire. Mais est-ce que ce ne serait pas tôt aussi? Même à court terme, là, les faits sont là. Mais est-ce que ce ne serait pas tôt quand même de dire que c'était un échec au vu du fait que c'est un processus, c'est une étape qui va aboutir à un autre grand sommet? Je le rappelais, je crois que vous aussi vous en avez parlé, il y a un sommet quand même qui se prépare pour évaluer le franc CFA. Les états généraux des francs CFA, ça va se tenir à Lomé dans un mois tout exactement. Il y a le sommet France-Afrique qui est en gestation également, je crois que c'est pour le mois de septembre. Alors, est-ce que ce ne serait pas une conclusion hâtive? Combien de complots géopolitiques français ont échoué depuis 10 ans à cause de cette dynamique panafricaniste? Moi, je ne fais pas de la géopolitique aérienne. Je parle de faits concrets. Donc, ne me demandez pas de faire l'apologie des stratégies françaises, franco-américaines. C'est pas là pour ça. Moi, je dénonce, mais en même temps, je ne veux pas donner de l'importance plus qu'il ne mérite, n'est-ce pas, à un sommet qui est porté par quelqu'un qui est aux abois. M. Macron, tout le monde sait qu'il est aux abois. Il ne peut pas sortir en France. Tout à l'heure, Paul Bekima vous a des informations stratégiques qui sont, de mon point de vue, très stratégiques. Non seulement les médias internes ou français n'ont pas couvert cette affaire, et ce n'est pas un non-événement, Bachir, mais M. Macron aujourd'hui a de la peine à circuler en France. Dès qu'il pointe son nez dehors, il reçoit projectiles, il reçoit des balles de farine, il reçoit des choses graves. Il est très impopulaire en France. Donc, en plus de ça, il est aux abois. Je vous ai dit que les gens s'amusent. L'affaire du Covid n'est pas finie. Il y a des plaintes collectives, des plaintes individuelles solidement argumentées qui sont portées dans des tribunaux français et internationaux contre l'individu et une bonne partie de ses ministres. Donc, ce n'est pas une affaire, ce n'est pas un jeu. Et en plus, ces patrons, je parle des banquiers en particulier, les banquiers classiques, les Rothschild, et autres, mais dans le monde aujourd'hui, n'ont plus la puissance qu'ils avaient hier. Si on oublie ces éléments-là dans l'analyse, bon, je crois qu'on va commencer à donner de l'importance, plus que ne le mérite, vous comprenez. Donc c'est clair, mon cher Bachir. C'est un échec parce que d'abord, les solutions envisagées ne sont pas nouvelles. Il y a quoi là? Ça parce que quelqu'un parle de New Deal, qu'il faut lui accorder de l'importance. New Deal, c'est quoi? C'est quelque chose, c'est un mot nouveau. Ça devient un grand mot parce que ça dessert l'Afrique. Docteur Bassé qui vous a montré que bon, ça ne vaut même pas la peine s'attarder sur des choses comme ça. Si Macron était plus intelligent qu'on croit, il ne parlerait pas de New Deal. Parce qu'en communication, les mots que vous mobilisez sont totémiques. Au sens où à travers un mot, ou bien un mot cadre, un paradigme que vous mobilisez, ça prouve, pour ceux qui ont l'œil exercé, ça démontre, n'est-ce pas, l'avenir, ou bien la prospérité supposée du projet que vous voulez mettre en place. Quelqu'un parle de New Deal. Ça veut dire quoi, New Deal? Et bien là, je vous ai déjà dit ça. Les solutions qui sont sur la table sont nouvelles en quoi? Rien du tout. DTS, mais ce sont des vieilles solutions qu'on emploie depuis, mon cher Bachir. C'est quoi le dollar tirage spécial du FMI? C'est une innovation, ça? Moi, je ne m'y attarde pas. Je ne m'y attarde pas. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à parler d'allègement de la dette? C'est nouveau, ça? Bachir, vous voulez que je m'y attarde? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à dire qu'on va réunir les créanciers privés et publics sur une table ronde à Paris? C'est quoi ça? L'engagement qui a été pris à la fin, c'est 100 milliards, non? C'est la demande, tout à l'heure, on a parlé. Les 100 milliards étaient l'évaluation des besoins de financement du continent
à cause du Covid, fait par les ministres des Finances des pays africains. Ça, c'est l'année dernière. M. Macron n'a que repris ça. Où est l'effort intellectuel sérieux qui a été fait? Rien. Puisque les gens veulent comprendre. Mais parlons-en donc, puisque vous voulez qu'on fasse une analyse plus détaillée de ce sommet. Je vous dis que les 100 milliards, c'est qu'on s'est engagé, ça ne demande pas, c'est pas de l'intelligence de M. Macron. Les ministres des Finances ont fait des évaluations à l'issue du Covid, ils ont chiffré les besoins en financement. C'était 100 milliards, mon cher Bachir. C'était 100 milliards. Le moratoire sur la dette, c'est une demande des présidents africains. Et si vous le rappelez, c'est une demande des présidents africains dès le Covid et même de l'Union africaine. M. Macron n'a fait que reprendre ça. Vous parlez de quoi? L'allègement de la dette. Le Tchad a demandé ça. Le Tchad, le président de vivant encore. Le Tchad a dit, mais il faut alléger les dettes. Nous sommes partants. Rien de nouveau. Bachir. Donc moi, je ne m'y attarde pas. La seule chose nouvelle, c'est quoi? Et Becky m'a l'a souligné avec beaucoup de clarté, c'est le transfert des actifs pourris vers l'Afrique pour lui arracher sa matière première. Je le dis depuis 3 semaines, je le dis depuis des mois. On veut transformer les richesses de l'Afrique en biens publics mondiaux. Mais je le dis depuis. Je ne sais pas, peut-être comme c'est moi qui le dis, je le dis depuis très longtemps. Et comment est-ce qu'on transforme un bien public, n'est-ce pas, africain en un bien mondial? C'est pas compliqué, Bachir, je l'explique rapidement. Vous voyez comment on a fait pour transformer la santé en un bien public mondial maintenant? Il vous est impossible aujourd'hui de parler de santé à partir de votre grille nationale, à partir de vos intérêts nationaux, c'est difficile. Les Big Pharma, c'est-à-dire les financiers internationaux cachés derrière les Big Pharma, ont réussi, à travers une pandémie, fabriquer, inventer de toutes pièces et organiser de toutes pièces, à faire désormais que la santé devient l'affaire de Bill Gates. Par exemple, de Bill Gates. L'affaire d'un groupe de banquiers d'Internet, de financiers, Illuminati. Moi, j'appelle ça un chat. Désormais, voilà comment on procède, n'est-ce pas, pour arracher, n'est-ce pas, transformer en biens, des biens nationaux, n'est-ce pas, en biens publics, mondial. Mais c'est cela qu'il s'agit. Dès que vous acceptez le narratif, c'est fini. Alors, ce qu'on fait avec la santé, ils vont le faire pour toutes les matières premières. J'ai été l'un des premiers à signaler ici, lorsque M. Macron faisait adopter la Constitution française, l'enjeu écologique. J'ai dit aux Africains que, mais savez-vous ce qu'il y a derrière cette affaire, l'enjeu écologique? Quand les gens mettent dans la Constitution, on grave dans la Constitution française, n'est-ce pas, que l'enjeu écologique est désormais un impératif, une urgence nationale. La Constitution française. J'ai dit que, connaissant M. Macron, qu'est-ce qu'il y avait derrière? Derrière, c'est quoi? C'est que l'écologie est instrumentalisée par les mêmes gens qui sont derrière la pandémie, fabriquée et organisée, n'est-ce pas, pour tuer l'humanité. L'écologie est instrumentalisée pour les besoins, n'est-ce pas, de la confiscation des matières premières des pays africains. L'événement qu'on appelait Evergreen, c'était quoi? Si ça avait réussi, on en a parlé suffisamment ici, si ça avait réussi, on serait où aujourd'hui? C'était la deuxième arme sortie. Vous voyez? Donc, et là encore, les pays africains ne sont pas préparés. En matière d'écologie, nous reprenons totalement le narratif qui nous vient de l'étranger. Ensuite, ce narratif, il est faux. Il est faux, ce narratif. Il est faux. Tout ce que l'Occident dit sur l'écologie n'est pas vrai, mon cher Bachir. C'est pas vrai. Attends, c'est pas vrai. Mais est-ce qu'il y a un discours scientifique digne de son nom qui vient du continent pour le remettre en cause? C'est encore nous, les panafricanistes, qui sont obligés de le faire. Vous comprenez? Donc, je ne veux pas répéter, donner de l'importance à quelque chose qui ne mérite pas. Je dis ceci. Quand j'ai dit ça, une fois de plus, Bekima a dit l'essentiel en matière de vie économique qui est en jeu dans cette affaire. Je suis sur votre plateau ici, il y a 3 ou 4 semaines, quand je vous ai donné le plan secret de Macron. Vous vous souvenez, non? Je l'ai dit. Alors, là encore, je ne suis pas dans les généralités géopolitiques. Je suis précis. Lorsque vous franchissez une ligne rouge en géopolitique, les conséquences ne tiennent pas. L'Afrique centrale a franchi une ligne rouge qui est impardonnable par les propriétaires de franc CFA. Vous savez que le vrai patron de franc CFA s'appelle Rothschild. Et M. Rothschild est le propriétaire de M. Macron. Elle dit Macron lui appartient. Elle dit Macron, c'est un bien qui appartient à M. Rothschild. L'Afrique centrale a franchi une ligne rouge. Dans la géopolitique de ces gens-là, c'est impardonnable. La réponse, c'est quoi? L'assassinat. Quand toutes les voies sont épuisées, on vous assassine, M. Bachir. La France doit avoir pour Michel et M. Macron. C'est ça que le met aux abois. C'est pour ça qu'il a un regard d'un fauve aux abois. Mais il n'est même pas digne d'un fauve. Il n'est même pas digne. Mais il laisse un regard là. Vous voyez, il est un peu comme perdu. Il
il est très excité ces derniers temps-ci. Comme vous le voyez, il a le feu aux fesses. Pourquoi? Parce que son rôle, quand les voix, parlons comme ça, formelles sont épuisées, c'est d'assumer la mission secrète qu'il a, en dernière instance, tuer, exercer ce qu'on appelle le crime, l'assassinat au nom de l'État, l'assassinat d'État. C'est la tradition géopolitique impérialiste. Il faut le rappeler ici, mon cher Bachir. Donc, les pays d'Afrique centrale qui ont franchi la ligne rouge, il est question d'assassiner leur président. Comme il est question d'assassiner les panafricanistes les plus, comment on dit ça, les vrais panafricanistes, permettez-moi l'expression, pour ne pas dire plus que ça. Donc, c'est ça qui explique donc ce qui s'est passé au Tchad. Et c'est tout l'enjeu de l'arrestation de ce mercenaire d'État, même pas mercenaire, de ce babouze d'État, M. Kignolo en Centrafrique. Et cette arrestation a été précédée par quoi? Par toute une campagne géomédiatique de diabolisation d'Afrique Média, en général, et en particulier de notre ami Luc Michel, de manière ouverte par RFI et France 24. Or, France 24 et RFI ont passé le temps à ignorer Afrique Média au départ. Pourquoi maintenant on ne vous ignore plus? Pourquoi RFI est obligé et France 24 sont obligés de vous prendre en charge officiellement, démontrant par là que Afrique Média, non, est supérieur à ces médias. Je dis bien supérieur à ces médias. Du moins, est leur cauchemar. Est l'empêcheur de tourner en rond, mon cher Bachir. Est le média qui bloque tout ce qu'ils veulent faire. C'est ça, M. Bachir. Alors, hier, on regardait le haut. Maintenant, c'est terminé. Mais avant ça, M. Macron lui-même a dit de sa bouche, c'est une interview à Bachir, il a dit à Jeune Afrique que la Russie nous payait pour détruire la France en Afrique. Vous avez oublié ça? Mais c'est quand même le président français qui parle. Il a dit ça. Donc, pour dire que la ligne rouge a été franchie, il y a des plans qui sont établis. C'est ce que le Michel appelle l'agenda franco-américain. Mais moi, je vais entrer en détail. C'est-à-dire, il y a le Tchad, il y a le Cameroun, il y a la Centrafrique. Monsieur Touadéra, bon, lui, la ligne rouge est franchie depuis. Il a assumé, n'est-ce pas, en tant que président, l'avènement de la Russie dans son pays. Mais là, je vais le dire à tout le monde, sans entrer dans les détails. C'est pas une dynamique seulement centrafricaine, hein. Je ne vais pas dire plus parce que beaucoup de gens aiment parler des présidents comme ça à la Afrique centrale. Ce n'est pas seulement une dynamique centrafricaine parce que vous voyez que la sous-région Afrique centrale peut regarder comme ça l'entrée de la Russie dans son périmètre, parlons comme ça, pratiquement vital, et sans rien faire, si ce n'était pas, comment on dit ça, si ce n'était pas le commun accord, mon cher Bachir, moi je ne vais pas dire plus. Donc il faut que les gens comprennent que l'Afrique centrale se prépare, s'est préparée. Et je le dis, la France n'a pas le moyen de ses rêveries. Les Rothschild n'ont plus le moyen de leur rêverie. Mais c'est qui les Rothschild? C'est quoi cette affaire? C'est qui? Ils n'ont plus le moyen de leur rêverie. C'est pour ça que leur projet échoue. Même au Tchad, mon cher Bachir, le plan de Macron était d'assassiner Déby, n'est-ce pas? Mais et de maîtriser tout au Tchad. C'est le cas? Ce n'est pas le cas. Regardez la démarche du nouveau président tchadien. Regardez-le. Nous connaissons quand Paris a quelqu'un dans sa poche, ce qui se passe. Mais regardez la démarche du nouveau président tchadien. Sa démarche montre clairement que ce n'est pas ce qu'on croyait. La dynamique qui devait être engrangée à la faveur de l'assassinat du maréchal n'a pas marché. Mais plus grave, la France est prise, permettez-moi l'expression, excusez-moi, on est en direct, par les couilles à travers l'arrestation de son mercenaire totem. Ce n'est pas les couilles qu'on la tient, mon cher Bachir. Mais dès que ce gars-là va sentir que Paris n'arrive pas à le libérer, mais il va parler. Ah oui, il va parler. Bon, il a même besoin de parler. Nous, on sait tout ce qu'il voulait faire. Donc, Bachir, c'est de cela qu'il s'agit. Et ce plan-là, nous l'avons mis dehors, comme on dit au quartier. Quand un plan est secret, et que le secret est percé, n'est-ce pas, par le camp ennemi, il est presque mort, ce plan. Autre paramètre, moi j'entends, bon, l'axe Biden-Macron, ça pèse quoi? Biden, c'est un fantôme. Ça peut avoir le contraire, c'est un fantôme. Vous le voyez où? On doit les conférences virtuelles, vous le voyez où? On le voit où? Regardez depuis qu'il est président, toutes les décisions qu'il a prises, regardez son jeu. Il dit une chose, après il recule. Le dossier de la Bimani, Biden s'est complètement déshabillé devant Poutine. La France a compté sur Biden pour dire que non, la jeune militant va sanctionner, on va frapper. Demain à l'ONU, ça fait, comme on dit, shit à l'ONU, shit. On a dit renvoyer Sinédier. Donc il m'a dit que c'est la période du jour. C'est-à-dire, l'agent militaire Biman a stoppé ce qu'on appelle démocratie, entre guillemets, a attrapé cette dame-là,
qui était une ancienne pion, n'est-ce pas, des Occidentaux, et il y a eu quoi? Biden a fait quoi? Bon, revenons à l'Ukraine. Le dossier ukrainien. Macron a gueulé, les Français de bon, ils ont gueulé, pendant que non, Biden va bander ses muscles, il va mettre Poutine à genoux. C'est terminé comment? Bachir est terminé comment? Monsieur Poutine a dit, c'est moi qui fixe la ligne rouge. Et du coup, Macron a fermé sa bouche. Merkel a fermé sa bouche. L'Union européenne a fermé sa bouche. Donc, et voilà, on vient le dossier, on vient de lever. Biden vient de lever la sanction sur le projet Nord Stream. Cet immense gazoduc, n'est-ce pas, hein, qui est une grande Russie, Allemagne. Pourquoi il lève la sanction? Ça vous dit rien? Il gagne, après il recule. Donc, je vous dis, pour l'instant, en attendant du sérieux, du concret, M. Biden, c'est un fantôme, mon cher Bachir. Donc, cet axe-là, l'axe Biden-Macron, mais est en face de lui du répondant. Et il est en face de lui du répondant en Afrique centrale, mon cher Bachir. Donc, vous voyez que nous ne sommes pas simplement là pour... C'est pas... Quand on parle de ce sommet, ce n'est pas pour effrayer les gens. Je me résume. On informe. On décrypte les enjeux. Mais après, on dit maintenant que voilà les possibilités de succès ou pas des plans de M. Macron. Vous voulez que je vous termine maintenant? Je vais chuter. Oui. Je vais vous dire les possibilités de réussite, écoutez-moi bien, nul. Je dis bien nul. Alors, nous, on suit de très près le nouvel ambassadeur américain au Cameroun. Nous avons commencé à le mettre en garde à travers ces tweets qu'il fait sur les LGBTQ. Il paraît que c'est son cheval de Troie, c'est normal. Je ne vais pas dire plus. Nous le suivons de très près. Il ne sait pas que nous sommes infiltrés jusque dans sa chambre. Vous riez. Nous sommes infiltrés jusqu'à dans sa chambre. Nous le suivons de très près. Toutes ces petites agitations qu'il fait à travers les histoires des canneries, comme disait Luc Michel, hein, et même à travers la manière dont il veut rebondir sur le dossier anglophone, nous on suit ça de très près. Quand il va sortir son nez dehors et sa tête, on va couper ça, comme on l'a fait pour son prédécesseur. Merci, Président Bandakani.